Le bitume de la Castellane, le monde ordinaire. À Marseille, sous un soleil de plomb qui fait vibrer l'horizon, le quartier de la Castellane s'élève comme un labyrinthe de béton. Au milieu de ce chaos urbain, un enfant timide d'origine kabyle nommé Yazid défie les lois de la pesanteur sur un bitume brûlant et granuleux. Ici, le football n'est pas un simple sport, c'est une danse de survie, un langage secret pour ceux qui n'ont pas de mots. Yazid ne court pas comme les autres, il glisse, presque en lévitation, ignorant la dureté du sol. Déjà, son contrôle de balle est une caresse millimétrée, un silence soudain qui fige le tumulte des cités environnantes. Pour lui, le ballon n'est pas un objet de cuir, c'est un prolongement organique de son âme, une boussole dans la jungle de pierre. On l'appelle le minot. Il est celui qui se tait, celui qui baisse les yeux, mais dont les pieds racontent des épopées de conquête. Dans ce monde ordinaire, il apprend la géométrie de l'espace et la douceur du geste technique pur, forgeant sous sa mèche brune un regard noir d'une intensité rare. C'est ici, entre les barres d'immeubles et les cages de fer, que naît cette détermination de marbre. Il sait déjà que chaque roulette, chaque feinte de corps est une marche de plus vers un destin qu'il est seul à entrevoir. Le béton est son premier maître, lui enseignant que la grâce ne vaut rien sans la dureté du caractère. L'appel du destin finit par résonner. D'abord sur la Croisette à Cannes, puis sur les rives de la Garonne à Bordeaux. Le jeune Yazid s'efface pour laisser place à Zinedine, un nom qui commence à murmurer aux oreilles des recruteurs. Quitter la Castellane, c'est arracher une partie de ses racines, s'éloigner du cocon familial pour affronter la lumière crue du monde professionnel. C'est l'époque des premières fulgurances qui font se lever les stades, des lobes audacieux de 40 mètres qui retombent comme des plumes, des passes aveugles qui déchirent les rideaux défensifs. Pourtant, malgré ce talent qui crève l'écran, Zidane reste une énigme indéchiffrable pour la presse et le public. Il est une force tranquille, un meneur de jeu au style anachronique, mélangeant la puissance d'un colosse et la précision d'un dentelier. Parfois jugé trop calme, voire effacé, il doit prouver que sa grâce naturelle peut devenir une arme de destruction massive. L'aventure l'appelle à transformer son esthétique en efficacité pure. La France du football commence à observer avec une fascination mêlée d'interrogations ce numéro 10 au port de tête aristocratique, capable de transformer un match médiocre en une œuvre d'art par une seule touche de balle. Le voyage a commencé et le minot doit maintenant devenir un géant. Le transfert à la Juventus de Turin en 1986 agit comme un choc thermique brutal. En Italie, au pays du Catenaccio, la beauté du geste est une futilité si elle ne conduit pas à la victoire. Le Piémont ne fait pas de cadeaux. Les premiers mois sont un calvaire physique et mental pour Zinedine. Sous le ciel gris de Turin, il découvre la souffrance des séances d'entraînement de Marcello Lippi, où le corps est poussé jusqu'à la nausée. Les critiques italiennes sont acerbes. On le juge trop lent pour la Serie A, pas assez décisif, une danseuse égarée dans une arène de gladiateurs. C'est le moment du doute absolu, ce refus intérieur de l'appel où l'on se demande si l'exil n'était pas une erreur. Zidane est au bord de la rupture, frustré par ce football de fer qui semble étouffer sa créativité. Mais c'est précisément dans cette douleur que le marbre se polit. Sous la main de fer de Lippi et au contact de menteurs comme Deschamps, il se métamorphose. Il apprend la culture de la gagne, la discipline tactique et l'importance de l'impact physique. Il comprend qu'un artiste doit aussi être un général pour régner sur l'Europe. Turin ne forge pas seulement ses muscles, elle forge son mental de tueur froid derrière l'élégance. Le champion est prêt à porter le destin d'une nation entière sur ses épaules. Dans une France en pleine mutation, souvent déchirée par ses propres démons, un homme se dresse comme un rempart pour protéger le génie. Aimé Jacquet. Le sélectionneur national est le mentor invisible, celui qui voit au-delà de la timidité de Zidane. Alors que les médias réclament son éviction et doutent de son leadership, Jacquet fait un pari mystique. Il confie les clés du camion bleu à Zizou, l'installant au cœur du système, faisant de lui le centre de gravité de l'équipe de France. Cette rencontre est fondamentale. Jacquet n'enseigne pas la technique à Zidane, il ne le pourrait pas, mais il lui offre la confiance nécessaire pour assumer son statut. Il le protège de la tempête médiatique, lui demandant simplement de prendre ses responsabilités d'homme. La synergie entre la sagesse protectrice du sélectionneur et le talent pur du numéro 10 crée une force tranquille, presque religieuse. Zidane comprend alors que son silence ne doit plus être une fuite, mais une force d'intimidation. Il n'est plus seulement Yazid de la Castellane, il est le bras armé d'un entraîneur qui a décidé de mourir avec ses idées. Ensemble, ils s'apprêtent à entrer dans la légende, portés par cette génération black-blanc-beurre, dont Zidane devient malgré lui le porte-drapeau symbolique. 12 juillet 1988.
Le Stade de France est une cathédrale de métal sous tension. La finale de la Coupe du Monde contre le Brésil du mythique Ronaldo est le seuil ultime de l'éternité. Jusqu'ici, Zidane a réalisé un tournoi solide mais discret, marqué par un carton rouge en début de compétition. Mais ce soir-là, l'histoire a décidé de s'écrire avec son front. Lui, le puriste du pied, le magicien de la pelouse qui ne marque presque jamais de la tête, s'élève 2 fois au-dessus de la mêlée brésilienne. 2 éclairs dans la nuit de Saint-Denis. 2 coups de tête rageurs, précis, imparables. À cet instant précis, il franchit une frontière invisible. Il ne traverse pas seulement un seuil sportif, il devient une icône sociétale, une figure christique de la République. Quelques heures plus tard, son visage est projeté en géant sur l'Arc de Triomphe, avec ce slogan gravé dans l'inconscient collectif « Zidane président ». Il vient de réconcilier pour un temps un peuple avec lui-même. La France est à ses pieds, ivre de bonheur et d'unité. À 26 ans, Zinedine Zidane n'est plus un simple joueur de football. Il est devenu un demi-dieu vivant, l'incarnation de la grâce triomphante sur l'adversité. Le monde entier vient de découvrir son nouveau roi. 2 ans plus tard, lors de l'Euro 2000, Zidane ne se contente pas de gagner. Il atteint son apogée technique, un état de grâce que peu d'athlètes ont connu dans l'histoire. Chaque match de cette compétition est une masterclass, un poème en mouvement. Ses contrôles orientés sont des leçons de physique, ses roulettes des gestes de prestigitateurs. Ses ennemis sont les plus grands défenseurs de la planète, mais ils semblent tous réduits au rang de spectateurs privilégiés, incapables de toucher ce fantôme bleu qui plane sur le terrain. Il semble jouer dans une autre dimension temporelle, voyant les ouvertures avant même qu'elles n'existent. En demi-finale contre le Portugal, dans une tension irrespirable, il transforme un pénalty de plomb avec un sang-froid glacial, envoyant la France en finale. Le monde assiste médusé à cette domination absolue, où la force brute s'incline devant l'intelligence de jeu. La France gagne tout, réalisant le doublé historique mondial Euro. Zidane est au sommet de sa montagne personnelle, intouchable, serein. Il a prouvé que 1998 n'était pas un accident, mais le début d'un règne où l'élégance est devenue la norme. Pour beaucoup, c'est à cet instant précis qu'il devient le plus grand joueur du monde, sans discussion possible. L'approche de la perfection se poursuit sous le soleil d'Espagne, au Real Madrid. Transféré pour un montant record qui donne le tournis à la planète foot, il rejoint l'ère des Galactiques. L'attente est colossale, presque déraisonnable. Le public du Santiago Bernabéu, le plus exigeant du monde, n'attend pas seulement des victoires, il exige du spectacle pur. Zidane doit justifier son statut de joueur le plus cher de l'histoire dans un effectif de superstar. La pression est une chape de plomb, mais il l'apporte avec cette distinction aristocratique qui le caractérise. L'approche culmine le 15 mai 2002 à Glasgow en finale de la Ligue des Champions. Un ballon monte très haut dans le ciel écossais, une éternité de suspension sous les projecteurs. Le monde retient son souffle. Dans un équilibre précaire et une coordination parfaite, Zidane déclenche une volée du pied gauche. Le cuir va se loger avec une violence poétique dans la pleine lucarne. C'est le but parfait, l'union sacrée entre la force brute et la beauté pure. Ce geste technique, répété des millions de fois sur le bitume de la Castellane, trouve ici sa résonance éternelle. Il vient de conquérir Madrid et d'offrir au club le plus prestigieux du monde sa 9e couronne. La légende est désormais inscrite dans le marbre blanc de la Casablanca. L'épreuve suprême arrive en 2006. Zidane est un vétéran, ses cheveux ont blanchi, son corps est usé par les batailles. Il a annoncé sa retraite, mais pour son dernier acte mondial, il décide de ressusciter une dernière fois. Le quart de finale contre le Brésil est son chef-d'œuvre absolu, une leçon de football donnée à une nation qui l'a inventé. Il danse littéralement au milieu des Brésiliens, les humiliant par sa technique insolente, comme s'il avait retrouvé ses jambes de 20 ans. Il porte une France moribonde jusqu'en finale, à Berlin, contre l'Italie. Mais le destin est un auteur cruel, qui aime les tragédies. Après avoir ouvert le score d'une panenka d'une audace folle, la tension monte. La provocation de Materazzi, le mot de trop sur sa famille et le coup de sein. Le coup de tête dans le thorax de l'Italien, le carton rouge, le silence de cathédrale qui envahit le stade. Zidane quitte le terrain, passant à quelques centimètres du trophée doré sans même lui jeter un regard. C'est la nuit de l'âme, la chute de l'ange. Le génie montre au monde entier qu'il est profondément humain, faillible et fier. Il quitte la scène, non pas sur un triomphe, mais sur un acte d'honneur blessé, laissant le monde dans une stupéfaction douloureuse. Pourtant, la véritable récompense de Zidane ne se trouve pas dans un énième titre ce soir-là, mais dans l'incroyable élan de pardon et d'amour éternel de son peuple. Alors que n'importe quel autre joueur aurait été crucifié pour ce geste, la France l'acclame. Le lendemain de la finale perdue, des milliers de personnes se rassemblent sous le balcon de l'hôtel de l'équipe de France pour scander son nom. Il a gagné le droit le plus précieux pour un athlète, celui de partir avec sa dignité intacte et son aura intacte.
On comprend alors que Zidane est plus qu'un footballeur. Il est une part de l'identité française. Le public voit dans son geste de Berlin la réaction d'un homme qui refuse d'être insulté, préférant le déshonneur sportif à la perte de son respect personnel. Il se retire dans l'ombre, loin des caméras et du tumulte médiatique qu'il a toujours détesté. Sa récompense est la paix intérieure, retrouvée dans le silence de sa famille et la discrétion de sa retraite. Il devient l'icône absolue, le mythe intouchable, dont on murmure le nom avec une sorte de révérence religieuse dans tous les vestiaires du monde. L'histoire a effacé le carton rouge, pour ne garder que la magie. Le chemin du retour le ramène inévitablement vers son foyer spirituel, le Real Madrid. Mais cette fois, le maillot est remplacé par un costume cintré de maître. Beaucoup de sceptiques doutent de ses capacités à commander. On dit qu'un grand joueur fait rarement un grand entraîneur, surtout s'il est silencieux. Mais Zidane va encore une fois briser les statistiques et les préjugés. Il apprend l'art de la direction d'homme dans l'ombre d'Ancelotti avant de prendre les rênes. Ce qu'il accomplit sur le banc est tout aussi miraculeux que ce qu'il faisait sur le terrain. Il devient le premier entraîneur de l'histoire à remporter 3 Ligues des Champions consécutives. Son secret, un calme olympien, une gestion humaine empreinte de respect et un charisme silencieux qui impose l'ordre sans jamais avoir à crier. Il prouve que son génie n'était pas seulement dans la souplesse de ses chevilles, mais dans une compréhension supérieure des hommes et du jeu. Il boucle la boucle, rendant au Real Madrid et au football la gloire qu'ils lui ont offerte. Le maître est devenu le guide, transformant chaque joueur sous ses ordres en une meilleure version de lui-même. Il est désormais le roi du terrain et du banc. Aujourd'hui, Zidane est une présence spectrale, mais omniprésente. Il disparaît régulièrement des radars, s'évaporant dans sa vie privée pour mieux revenir électriser la planète football à la moindre rumeur. C'est sa résurrection permanente. Il n'a plus besoin d'agir ou de parler pour exister. Son silence est devenu plus puissant que les cris de n'importe quel consultant. Sa simple apparition lors d'un tirage au sort, d'une remise de prix ou d'un match de charité suffit à imposer un respect instantané, presque intimidant. Il est devenu le sage, le gardien du temple de l'élégance et des valeurs anciennes. Il vit pour sa famille, loin des scandales et de l'agitation superficielle des réseaux sociaux, cultivant son jardin secret avec la même précision qu'il mettait dans ses contrôles de balles. On attend son retour comme on attend le retour d'un roi en exil. Mais Zidane ne se presse pas. Il sait que le temps travaille pour lui. Chaque année qui passe sans qu'un successeur n'apparaisse renforce un peu plus son statut d'idole intemporelle. Il est le point de repère, la mesure étalon de la classe mondiale, celui à qui tous les autres seront éternellement comparés. Zinedine Zidane laisse au monde du sport un élixir précieux, celui de la grâce absolue sous une pression insupportable. Il a apporté la preuve irréfutable que l'on peut être un guerrier impitoyable tout en restant un artiste délicat, capable de transformer une simple pelouse en un théâtre d'émotions pures. Il rejoint aujourd'hui le panthéon sacré de foot héritage éternel, comme le joueur qui a élevé le football au rang d'art majeur, une discipline où chaque mouvement devient une strophe de poésie. Son héritage ne se compte pas seulement en médailles d'or ou en trophées de cristal, mais en frissons et en souvenirs impérissables, gravés à jamais dans la mémoire collective. C'est cette roulette de Marseille, exécutée avec une aisance surnaturelle dans un stade plein à craquer. C'est ce regard d'acier avant de transformer un destin d'un simple geste. C'est cette humilité constante d'un homme qui n'a jamais renié ses racines. Zizou ne s'étannera jamais, car son esprit survit dans chaque enfant qui, sur un terrain vague ou dans l'enceinte d'un stade prestigieux, tentera un contrôle de balle avec amour et application. Il restera pour toujours le pont d'or entre le bitume de la Castellane et le marbre blanc du Real Madrid. Tant qu'il y aura un ballon et un rêve de beauté, l'ombre bienveillante de Zinedine Zidane planera sur le jeu. Si ce récit de l'élégance pure vous a touché, ne laissez pas la flamme s'éteindre. Pour continuer à explorer les racines de la légende et redécouvrir ceux qui ont façonné le football, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Foot Héritage Éternel. Partagez cette vidéo pour transmettre cette passion et dites-nous en commentaire quel geste de Zidane restera pour vous le plus inoubliable. Votre engagement fait vivre l'histoire, la légende est scellée, le silence est d'or et notre héritage est éternel.